Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand qui nous a rejoint sur Europe 1 pour une nouvelle aventure. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est la saison du livre d'histoire en ce moment. Le salon de Versailles s'est tenu ce week-end dans la Cité des Rois avec un grand succès, je dois dire. Celui de Paris aura lieu le 7 décembre au Salon Étoile, avenue Marceau. On va bientôt remettre, ce sera le 30 novembre, le prix Hugues Capet. Bref, il m'a semblé que la saison était propice pour parler d'un sujet que je connais un peu forcément, comment on écrit un livre d'histoire. Et oui, évidemment. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai invité aussi, vous préférez réinviter avec grand plaisir, l'auteur de quelques-uns des plus grands best-sellers historiques du XXe siècle, Dominique Lapierre. Dominique Lapierre, auteur notamment avec Larry Collins du célèbre roman Paris brûle-t-il. Ah oui, ça c'est un grand roman devenu sous la direction de René Clément un grand film. C'est l'histoire, vous le savez, l'histoire remise en scène de la libération de Paris en août 1945. Nous en avions déjà touché un mot ensemble chez Bruce Toussaint le 25 août dernier. Je m'étais juré d'y consacrer une émission entière à l'occasion notamment de la sortie du roman en livre de poche et de la ressortie du film dans une nouvelle version DVD entièrement remasterisée. Eh bien voilà, c'est fait. Promesse tenue. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est l'été à Paris en 1944 et pour la plupart des 3,5 millions de Parisiens de l'époque, eh bien, faut pas oublier qu'on est dans une période d'effroyable pénurie depuis maintenant 4 ans. La plupart d'entre eux sont restés chez eux. Comme c'est tout de même un bel été, nombreux sont les jeunes gens qui se baignent dans la Seine ou se dorent au soleil sur les quais. Les voitures sont rares à l'époque, évidemment. Il n'y a plus depuis longtemps de bus ni de taxi. Le métro, du fait des restrictions, est fermé de 11 à 15 heures. Alors, eh bien, on roule à vélo ou en carriole. Ah, si seulement on avait eu la prudence de conserver les anciens landaux ou les Tilbury de la belle époque. À défaut, les Parisiens se contentent de voitures de fortune. Quand je dis que les Parisiens restent chez eux, c'est évidemment sans aucun confort. On chauffe les cuisinières, les petits fourneaux à l'aide de boulettes de papier, on élève des poules dans les salles de bain ou des lapins sur le balcon. C'est ce que fait du reste le jeune Dominique, 13 ans tout juste, qui nourrit ses lapins avec de l'herbe qu'il court ramasser au square du coin le matin avant de partir pour le collège. Depuis quelques semaines, la capitale est traversée de plus en plus souvent par des convois allemands qui filent pour la plupart en direction de l'Est, en direction de l'Allemagne. C'est que depuis le débarquement de Normandie, dont on suit l'évolution à Paris avec les moyens du bord, depuis ce cataclysme, les choses paraissent tourner mal pour l'occupant, au point que l'on voit de plus en plus souvent flotter dans l'air la fumée des archives que les Allemands brûlent maintenant par tonnes entières. Pour Dominique et ses copains, le grand plaisir après les cours, c'est d'aller compter ces camions de la débâcle allemande. Ils sont chargés de tapis, de baignoires, de postes de radio. Un soir, le gamin voit monter dans l'un d'eux l'épicière de son quartier. Elle avait sans doute trop collaboré avec l'occupant. Elle se trouvait compromise et partait, elle aussi. L'atmosphère électrique et pleine d'espoir et donc à la débâcle de l'occupant. Dès le 15 août, les plus audacieux des Parisiens commencent à faire fleurir des drapeaux français aux fenêtres de leur appartement. Ça n'est pas sans risque, évidemment, et certains patriotes seront exécutés pour avoir ainsi manifesté leur courage un peu tôt. Du reste, les premiers insurgés qui, dès le 19 août, vont oser descendre dans les rues pour prendre le contrôle de la capitale peu à peu, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se fera pas sans difficulté, ces insurgés vont pouvoir mesurer combien les forces occupantes sont encore présentes et inflexibles, imprévisibles et dangereuses, comme un fauve blessé. Bien des combats devront être menés. Bien des souffrances devront être endurées encore avant que le 25 août, date historique s'il en fut, Paris ne soit libéré.
Alors que partout, une foule en liesse envahit les rues, le jeune Dominique parvient à tromper la vigilance de ses parents pour courir en direction des Champs-Élysées. Et c'est là, aux abords des champs, qu'il découvre son premier char d'assaut américain. Oh, un beau tank arborant sur la tourelle l'étoile blanche, symbole de libération. Le blindé vient de s'arrêter devant le Grand Palais. En sort, sans dépli, devrais-je dire, un géant blond, à l'uniforme couvert de poussière et taché de graisse. Dominique sent son cœur battre. Voilà le premier libérateur qu'il voit. Le premier Américain qu'il convient d'accueillir, évidemment, à bras ouverts. Alors, le garçon court dans sa direction pour lui crier sa joie. Seulement, il réalise qu'il ne sait pas du tout parler anglais. Évidemment, pendant la guerre, dans les établissements de la France occupée, on étudie la langue de Goethe, mais sûrement pas celle de Shakespeare. Dominique est un peu interloqué, puis il réalise qu'il connaît tout de même un mot anglais. Alors il lâche tout heureux « Corned beef ». L'Américain éclate de rire, il remonte dans son char, il disparaît un moment, et il en ressort tenant une grande boîte de corned beef qu'il tend au garçon. Présent royal, véritable trésor pour un jeune Parisien rationné en viande depuis si longtemps. Le lendemain, Dominique assiste, comme des centaines de milliers de Parisiens, au défilé de la Libération sur les Champs-Élysées. On a vu cette image des milliers de fois, évidemment, avec la silhouette du général de Gaulle en tête qui se détache et que tout le monde acclame, moment de joie indescriptible comme l'histoire de Paris en compte quelques-uns. Moment inoubliable, moment d'émotion mêlé cependant de peur, car soudain, au débouché de la place de la Concorde, un coup de feu retentit et déclenche toute une fusillade. Des coups de feu résonnent de tous côtés. La mère de Dominique, qui cette fois l'accompagnait, le pousse sous un half-track. Quelqu'un crie « C'est la 5e colonne !» La 5e colonne du nom qu'on donne aux espions allemands. Seulement le tireur d'un blindé voisin comprend cette indication de travers. Il oriente son canon en direction de l'hôtel Crillon. Il fait feu et sur la sublime façade de Gabriel, il démolit la 5e colonne. Maigre dégât en vérité. Car une chose est sûre, en ce bel été 1944, Paris, je veux parler du Paris des monuments, des rues sublimes, des grandes places. La belle ville lumière est toujours indemne. Ce qui, lorsqu'on songe au sort d'autres capitales bombardées, lorsqu'on songe à tant de villes rasées, paraît tenir du miracle. Le jeune Dominique dont je vous parle, c'est, vous l'avez compris, Dominique Lapierre. 20 ans plus tard, en compagnie de Larry Collins, il ira rencontrer chez lui à Baden-Baden en Allemagne le général von Choltitz qui, désobéissant à Hitler, devait refuser de détruire Paris. C'est à von Choltitz, paradoxalement, et vous verrez d'où vient le paradoxe, que l'on doit d'avoir encore un Paris aussi beau aujourd'hui. Dominique Lapierre est avec nous dans ce studio. Dans un instant, il va nous raconter sa rencontre avec von Choltitz et au-delà, les formidables recherches et les coïncidences incroyables qui devaient aboutir à la naissance d'un chef-d'œuvre. Brûle-t-il ? Restez avec nous. On retrouve Franck et son invité aujourd'hui sur Europe 1, Dominique Lapierre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous retrouvons Franck sur Europe 1 avec son invité aujourd'hui, Dominique Lapierre, journaliste, écrivain, philanthrope, auteur de Paris brûle-t-il avec Larry Collins, chez Robert Laffont, réédité aujourd'hui en pocket, Franck. Après un long silence, le Führer déclare enfin que si la perte de Paris se révèle inévitable, alors l'ennemi ne doit trouver qu'un champ de ruines. À ces mots, rappelle Varlimont, Hitler est secoué par un nouvel accès de rage. Il hurle qu'il a donné les ordres nécessaires pour que la ville soit anéantie. Il a désigné lui-même des unités spéciales en vue de préparer les destructions. Ces ordres ont-ils été exécutés ? Demande-t-il au chef de son état-major. Jodl, crie-t-il alors de sa voix rauque. Paris brûle-t-il ? Un lourd silence envahit tout à coup le bunker. Varlimont regarde autour de lui les visages pétrifiés de ses collègues. Jodl, répète Hitler en écrasant son poing sur la table, je veux savoir, Paris brûle-t-il ? Paris est-il, oui ou non, en train de brûler ? Voilà l'origine de ce titre pour ce récit. Vous avez raison, c'est pas un roman, Dominique Lapierre, c'est bien un récit que vous avez fait avec Larry Collins. Paris brûle-t-il ? La question lancinante que pose Hitler. Et vous avez rencontré, vous, le fameux Varlimont. Et ça a été formidable parce que c'était près de Munich où il avait pris sa retraite.
Et nous avons essayé de reconstituer ces heures absolument bouleversantes du 25 août 1944, quand Hitler avait dit « Brennt Paris, Paris brûle-t-il » Et à ce moment-là, ce général allemand qui nous recevait, c'était son chef d'état-major adjoint, il s'appelait Walter Warlimont. Donc il était auprès de lui dans le repère du loup à ce moment-là. Il était à 3h de l'après-midi dans cette salle de conférence du quartier général de Prusse orientale de Rastenburg. Et ce Warlimont se lève, va ouvrir sa bibliothèque, en sort un cahier, il ouvre la page du 25 août 1944 et je lis, et tout d'un coup le Führer s'est tourné vers nous et s'est mis à crier « Brennt Paris, Paris brûle-t-il » Nous savions que nous avions le titre du livre que nous venions d'écrire sur la libération de Paris. D'où vient-il qu'Hitler, passionné d'architecture et grand admirateur notamment de Garnier, par exemple, l'architecte de l'Opéra, ait voulu à tout prix qu'on détruise Paris? Parce que il savait que Paris était la dernière capitale entre ses mains. Berlin était détruit, Londres était détruit, Rome était détruit, Vienne était détruit, mais Paris était intact, sortait vraiment du conflit le plus destructeur de l'histoire sans une égratignure. Et si les Parisiens se soulevaient contre le général allemand et les troupes qu'il avait envoyées à Paris, alors il allait les punir. Et il avait fait organiser tout un plan de destruction. Les 43 ponts qui enjambent la Seine étaient minés, énormément de monuments dans la ville de Paris aussi. Et il avait dit à son général allemand von Choltitz, s'il se soulève dans un quartier, vous rasez ce quartier. Or, von Choltitz disposait, vous venez de le dire, non seulement de tout le matériel nécessaire, mais malheureusement de toute l'expérience nécessaire. C'était quelqu'un quand même de peu recommandable, qu'on avait vu à l'œuvre un certain nombre de fois, à Rotterdam, à Sébastopol, etc., où il avait laissé un très mauvais souvenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Von Choltitz avait en main le destin de Paris, et il s'en est fallu de très peu que Paris ne brûle. De très peu, et il y avait 150 avions de la Luftwaffe au Bourget qui étaient prêts aussi à écraser la capitale sous les bombes. Von Choltitz avait tous les moyens de détruire Paris. Est-ce qu'il allait le faire dans ses ultimes minutes? C'est un peu le suspense extraordinaire que nous avons découvert en écrivant Paris brûle-t-il. Et c'est le suspense dans lequel je laisse nos auditeurs jusqu'après l'écran de publicité. Franck Ferrand sur Europe 1. Et sur Europe 1, nous nous intéressons aujourd'hui à la genèse d'un best-seller Paris brûle-t-il. Et pour en parler, Franck, vous recevez évidemment son co-auteur, Dominique Lapierre. Dominique Lapierre qui donc, 20 ans à peine après les événements, en 1964, s'en va rencontrer à Baden-Baden chez lui ce général von Choltitz qui, après avoir été l'un des grands massacreurs de l'Europe, va finir par devenir quasiment le bienfaiteur de Paris. Vous étiez dans une position sans doute ambivalente, Dominique Lapierre. Ça a été une rencontre absolument formidable. Nous sommes arrivés dans ce petit F3 de Baden-Baden où ce général allemand avait pris sa retraite. Songez qu'il habitait Frankreichstraße, rue de France, à Baden-Baden, numéro 23. Et avec Larry Collins, nous avions tellement préparé cette rencontre. Nous avions retrouvé tous les ordres que Choltitz avait donnés, toute la transcription des communications téléphoniques qu'il avait reçues de ce quartier généraux. On savait tout sur lui. Et en fait, nous allions passer avec lui plus de jours qu'il n'en avait passé à Paris en 1944. Quand vous dites que vous saviez tout, vous saviez notamment qu'il était allé la veille ou l'avant-veille. Ça a été une découverte absolument merveilleuse. Vous aviez la note du tailleur chez lequel il avait commandé un gros manteau pour l'hiver. J'avais retrouvé à Munich, chez son ancienne secrétaire, une facture d'un magasin qui s'appelle Knies, sur les Champs-Élysées. Von Choltitz, en plein milieu d'un été torride, sort de l'hôtel Meurice pour aller s'acheter... Qui était son quartier général, donc ? Qui était son quartier général, rue de Rivoli, à Paris, pour aller s'acheter un manteau d'hiver. Mais pourquoi je retrouve cette facture? Et je lui dis, général, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ça. Moi, nein, j'ai jamais fait ça, nein. Il nie pendant 10 minutes, jusqu'au moment où sa femme se lève, disparaît de la petite salle à manger où il nous recevait, et revient 5 minutes après avec sur le bras un vieux manteau tout élimé. Nous l'ouvrons et à l'intérieur il y a une griffe. Knies, avenue des Champs-Élysées, Général von Choltitz, 16 août 1944. La date y est, c'est fou. Alors, général, tout d'un coup je l'ai vu blêmir
Et puis après un silence, il a fini par nous dire « Je savais que l'hiver qui allait suivre serait glacial ». C'était la preuve que ce von Choltitz, qui avait reçu les ordres d'Hitler de détruire Paris, de vraiment faire mourir tous ses soldats jusqu'au dernier, n'avait pas l'intention d'offrir cette résistance, de réaliser cette destruction. Mais pourquoi ? Eh bien, si il ne recevait pas les renforts qu'Hitler lui avait promis. Parce que là, je crois qu'il y a une scène, Franck, extrêmement importante dans cette histoire. C'est la rencontre de von Choltitz le 6 août 1944. Très peu de jours avant, avec Adolf Hitler. Voilà, il est lui-même au repère du loup et il voit un Hitler qui a l'air d'un fou. Il demandait à être réconforté. Il voulait croire que l'Allemagne gagnerait la guerre. Vous parlez de von Choltitz, là. Oui, de von Choltitz. Comme vous l'avez très bien dit, il avait détruit Sébastopol en 1942 avec le plus grand mortier de l'histoire des artilleries mondiales, le mortier Karl. Il avait détruit Rotterdam. Il n'avait pas d'état d'âme. Paris, c'était rien pour lui qu'autre chose qu'un autre objectif. Et Hitler le reçoit et lui dit « Général, l'Allemagne prépare des armes nouvelles avec lesquelles elle va gagner la guerre. Je vous nomme commandant en chef d'une forteresse assiégée avec des prérogatives que jamais aucun commandant n'a eues. Vous allez défendre Paris jusqu'au dernier soldat. » Et là, vraiment, von Choltitz a vu un homme qui avait perdu la raison. Mais alors, il se passe quelques heures plus tard. Crise de confiance, non seulement du reste chez von Choltitz, qui nous intéresse aujourd'hui, mais chez un grand nombre des patrons de la Wehrmacht qui réalisent à ce moment-là que leur commandant en chef est complètement parti, si je puis dire. Alors que, encore une fois, il demandait qu'à être rassuré. Mais, quand von Choltitz quitte le quartier général de Prusse orientale pour rentrer à Berlin, avant de venir à Paris, dans le train, dans le wagon-lit, ce soir-là, il rencontre un haut dignitaire du parti nazi qui lui révèle qu'il vient de faire signer par Hitler dans son quartier général une nouvelle loi qui s'appelle la Sippenhaft. Ça veut dire lien de parenté. Par cette loi, les officiers allemands qui n'exécuteraient pas les ordres d'Hitler verraient leur famille fusillée. Et ça alors donne à imaginez réfléchir, Choltitz qui s'en va vers Paris, qui s'arrête à Baden-Baden pour embrasser sa femme Huberta et ses 3 enfants, qui sait que s'il n'exécute pas les ordres d'Hitler, maintenant il risque d'être fusillé. Et il arrive à Paris. Et là, il voit vraiment un commandement où, comme il dit, les choses les plus importantes que cherchent les officiers, c'est les meilleures places dans les restaurants. Il a décidé de transformer tout cet état-major en un véritable état-major de combat. Et alors, pour cela, le Führer lui a promis 2 divisions blindées SS. Et pas n'importe lesquelles. La 25e et la 26e, qui font mouvement depuis le Danemark. Et tout d'un coup, Choltitz réalise que si ces divisions lui arrivent, il va être obligé de livrer un combat sanglant. Alors avec cette 25e et cette 26e Panzer, avec son mortier Karl, il dispose des moyens d'anéantir la ville. Ça se sait, on sait que les Allemands sont en train de plastiquer non seulement les ponts de Paris, non seulement un certain nombre d'objectifs industriels de la région parisienne, mais aussi de grands monuments, à commencer par la Tour Eiffel elle-même. Et c'est le moment que choisit le président du conseil municipal de Paris, Pierre Tétinger, pour demander audience à von Choltitz à l'hôtel Meurice, donc à son quartier général. Et je crois que on peut dire que c'est le maire de Paris. Le maire de Paris. Et je crois que c'est une des plus bouleversantes scènes de notre livre Paris brûle-t-il. Choltitz avait de l'asthme. Il arrive donc, ce maire de Paris, dans son bureau au premier étage de l'hôtel Meurice. Choltitz, tout d'un coup, a du mal à respirer et il dit au maire de Paris « Monsieur le maire, est-ce que ça vous ennuierait que nous allions sur le balcon ? J'ai besoin d'un peu d'air pour respirer. » Et alors là, tout d'un coup, le maire de Paris trouve les arguments dont il a besoin pour essayer de convaincre ce général allemand. Il lui montre les tours de la Sainte-Chapelle, il lui montre les tours de Notre-Dame, il lui montre le dôme du Panthéon, les dômes des Invalides, il lui montre la façade du Louvre, la Tour Eiffel, et il lui dit « Général, c'est souvent dans l'histoire le privilège d'un militaire de détruire, rarement celui de préserver. Imaginez que vous reveniez un jour
ici, sur ce balcon, et que vous regardiez ce panorama et que vous Comme disiez... simple touriste. Je l'ai conservé pour les générations futures. Et vous savez qu'avec Larry Collins, nous avons ramené le général von Choltitz, après notre enquête, sur ce balcon de l'hôtel Meurice pour lui dire, voilà ce que vous avez préservé un jour de 1944. Et alors Choltitz, qui avait du mal à respirer, finit par dire au maire de Paris, vous êtes un bon avocat, monsieur le maire, pour votre ville. Mais malheureusement, j'ai mes ordres. Dominique Lapierre nous disait à l'instant que Mireille Mathieu était d'ailleurs sur la Tour Eiffel pour chanter le soir même de la première du film. C'était la première du film qui avait été donnée au Palais de Chaillot. Et ça a été vraiment une soirée absolument fantastique. Je crois que c'est une des plus belles soirées que j'ai passées dans ma vie. Parce que tout d'un coup, on a vu entrer dans ce Palais de Chaillot pour assister au film qui avait été donc tiré de notre livre. Des acteurs même. Les acteurs et les véritables personnages. Il y avait Alain Delon au bras de Chaban-Delmas et tout. C'était vraiment formidable. On avait l'impression que l'histoire rejoignait vraiment le cinéma. Nous allons parler de ce livre et surtout de ce film dans un instant. Avant, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les circonstances politiques de cette libération de Paris. Nous avons vu que donc le gouvernorat militaire allemand épargne la ville. Les Américains, de leur côté, avaient prévu de contourner Paris. Ils ne devaient pas venir libérer. Patton ne voulait même pas en entendre parler. Eisenhower avait dit « Pas un litre d'essence ne sera détourné de la direction de Berlin. Il peut se passer ce qu'on voudra à Paris, mais mes soldats ne vont pas faire une bataille de Stalingrad dans les rues de Paris. » Et ça avait été vraiment terrible parce que finalement, De Gaulle avait donné l'ordre à la 2e division du général Leclerc de bourrer ses soutes de 4 fois plus d'obus qu'elle ne pouvait en contenir, de bourrer ses réservoirs d'essence. Il était prêt à envoyer la 2e division Leclerc à Paris, tout seul, sans l'aide des Américains, parce que De Gaulle avait appris que les communistes s'étaient révoltés dans Paris, s'étaient soulevés, et De Gaulle savait que celui qui pourrait gouverner à Paris au lendemain de la libération, était celui qui gouvernerait la France. Donc il était décidé à ce qu'on libère Paris tout de suite. Et puis, pour une autre raison dont on venait de parler tout à l'heure, les divisions blindées des SS arrivaient vers Paris. Si Choltitz, tout d'un coup, avait les moyens de défendre Paris, c'était une catastrophe. Il fallait donc que les Alliés arrivent avant ces divisions SS. Mais c'est une situation infiniment complexe, un bras de fer donc, une fois de plus, entre le général de Gaulle et le haut commandement américain qui ne voulait pas a priori venir libérer Paris. On va voir le rôle très important de Leclerc dans cette affaire, mais le rôle peut-être plus important encore de la résistance. Il ne faut jamais manquer une occasion de le dire. Il y a bien une insurrection parisienne qui va un peu forcer la main aux Alliés. Oui, et un des messagers vont traverser les lignes pour dire aux Alliés, si vous ne venez pas tout de suite, cette insurrection va être écrasée, les Allemands vont détruire Paris. Et c'est comme ça que finalement, Eisenhower a été convaincu, a désigné Bradley, puis Patton, puis Leclerc, en lui disant, général, vous marchez ce soir sur Paris. De Gaulle tenait beaucoup à ce que ce soit des Français qui libérassent Paris. Absolument, et le premier Français qui était au volant de sa Jeep, en tête de la première colonne de tanks, était le capitaine Drone. Il avait écrit sur le pare-brise de sa Jeep sa devise, et cette devise, c'était « Mort aux cons ». Et quand De Gaulle, le surlendemain, quand il descendra les Champs-Élysées et qu'il verra la Jeep de Drone sur les Champs-Élysées en tête de son cortège, aura cette formidable remarque « Mort aux cons ». Rude programme. Nous avons reçu ici même dans ce studio Madame Mesquida qui était venue nous parler du rôle qu'avaient joué un certain nombre de républicains espagnols dans cette libération de Paris. Un rôle qu'on a tendance parfois à négliger et oublier un peu. Il y avait toute une unité de la 2e division Leclerc qui était peuplée d'Espagnols de la guerre civile espagnole qui s'étaient engagés et qui ont fait un travail absolument admirable. Et qui les premiers sont arrivés place de l'Hôtel de Ville, en fait. Absolument. La veille même, au soir de la libération même de Paris. Alors, il y a ce mouvement extraordinaire. On connaît bien sûr toutes les circonstances de l'arrivée du général de Gaulle qui retrouve Leclerc à la gare Montparnasse, où il voit son propre fils d'ailleurs. Oui, absolument. Et je peux vous donner une anecdote sur l'arrivée de Gaulle. J'ai retrouvé à Berlin un capitaine de marine allemand
qui était très très malade, qui avant de mourir a voulu me livrer ce témoignage. Il m'a dit, vous savez, le jour de la libération de Paris, à 3h de l'après-midi, j'étais derrière une fenêtre du ministère de la Marine, place de la Concorde, quand tout d'un coup j'ai vu une voiture noire, décapotée, débouchée de la rue de Rivoli. Il y avait dans cette voiture un général français. Je me suis dit, ils sont fous ces Français d'être comme ça, dans une voiture décapotable en pleine mitraille. J'ai pris mon fusil, j'ai épaulé, et à l'instant précis où j'allais appuyer sur la gâchette, sur la détente, j'ai vu des centaines de civils déboucher des trottoirs voisins pour entourer cette voiture et acclamer cet officier français. 2 ans plus tard, ce capitaine de marine allemand qui s'appelait Harry Lighthill, dans son camp de prisonniers, feuillette le magazine américain Life. Il voit soudain la photo de l'homme qu'il avait eu dans sa ligne de mire ce jour-là. C'était Charles de Gaulle. Allez, on revient parfois de loin. Il y en a eu des fusillades à ce moment-là. J'ai évoqué celle de la place de la Concorde. Il y en a eu une également dans la cathédrale de Paris, à Notre-Dame. Oui. Personne ne savait qui tirait de là-haut. Et je crois que de Gaulle a eu cette merveilleuse phrase « Il tire bien mal ». Lui est resté, le général Leclerc aussi. Absolument impassible. Tous les deux debout, alors que tout le monde parvis. était à plat ventre, évidemment. Ah oui. On a bien sûr, quand on se promène dans Paris, on voit constamment ces plaques. C'est très émouvant. Ça, c'est émouvant. C'est très Mort émouvant. pour la France, mort pour la Tous France, ces mort pour noms. la France. Ce sont tous ces gens qui, enfin, pour la plupart de ces plaques, ce sont des plaques qui datent des 24 et 25 août, ou disons des journées qui précèdent cette date du 25 août 1944. Ce sont des insurgés, des résistants qui Ou des soldats du général et Leclerc. parfois des soldats. Il y en a un qui s'appelle Bizien, au coin de la place de la Concorde et de la rue de Rivoli, absolument. qui était un petit breton, qui était un chef de char. Et tout d'un coup, vers 3h de l'après-midi, ce même jour de la libération de Paris, il avait reçu l'ordre d'éperonner un char allemand qui se trouvait devant, à côté de l'obélisque. Ce sera le rôle joué par Yves Montand dans le film. Bizien a été tué sur sa tourelle et aujourd'hui, sa plaque rappelle son sacrifice. Yves Montand, Alain Delon, tous les auteurs, vous parliez tout à l'heure évidemment de tous les grands acteurs qui ont incarné vos héros ou les héros de l'histoire de France à l'écran. Nous venons dans un instant sur les secrets qui permettent, à partir de la documentation, de faire un grand roman, enfin un grand récit, et à partir de ce grand récit, de faire un grand film. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours sur Europe 1 avec Dominique Lapierre pour parler de son célèbre récit Paris brûle-t-il, et visiblement les auditeurs réagissent franc. Oui, alors les réactions arrivent un peu toutes en même temps. Marianne nous dit merci de ne jamais oublier ces soldats de la Nueve, donc ces soldats espagnols. Petite fille d'un ancien de la 2e DB, je suis ému à chaque fois que l'histoire est remise à sa place. Je ne peux pas tout citer, mais Eric vous salue chaleureusement, Dominique Lapierre, et il habite à 5 km du dernier poste occupé par von Choltitz avant sa nomination à Paris, en Normandie, la Lucerne d'Outre-mer. Et Eric se demande quel poids cette bataille de Normandie, qui était déjà perdue par la Wehrmacht à l'époque, a pu peser sur la décision de von Choltitz de ne pas détruire Paris. Il est évident que la prise en compte de la situation générale militaire a joué un rôle. Ça, c'est incontestable. Une très bonne question, parce que Choltitz, qui demandait qu'à être, je vous l'ai dit, rassuré, convaincu que l'Allemagne finirait par perdre la guerre, venait de Normandie et il avait vu ce que les canons alliés avaient fait de sa propre division qu'il commandait en Normandie. Il savait que l'Allemagne n'avait plus aucune chance. Vous avez travaillé sur quels éléments au milieu des années 1960 pour écrire ce grand livre ? Sur des tonnes d'archives. Et vous savez qu'un jour, nous avons même découvert, en retrouvant la liste du million de prisonniers allemands qui avaient été faits sur le front ouest en 1944, le nom d'une Française. Parce qu'à la fin de cette liste, après l'énumération du nom, de l'unité, de la date de capture, il n'y avait personne à prévenir en cas d'accident. Ah, voilà. Et il y avait naturellement des Adolf Hitler tracés en pagaille, les gens avaient disparu. Mais je vois un jour une personne à prévenir avenue Victor Hugo à Paris, Madame Antoinette Charbonnier. Et à 11h du soir, je téléphone. Je tombe sur un monsieur qui me dit « Ah, vous vouliez parler à ma fille ? Ah non, mais elle s'appelle Madame Werner maintenant. » C'était le nom
de l'Allemand qui avait été fait prisonnier, qui se trouvait sur cette fiche. Et j'allais découvrir quelqu'un qui, le jour de la libération, pleurait toutes les armes de son corps. Alors je suis allé la voir. Je ne savais pas quoi lui dire au départ. Et finalement, j'ai eu une inspiration. Je lui ai dit, mon journal Paris Match m'a demandé de faire un reportage sur la réconciliation franco-allemande. Apparemment, vous avez été une pionnière en la matière. Est-ce que vous pouvez me raconter ? Et cette femme était tombée amoureuse d'un avocat de Munich. Pendant la guerre, ils s'étaient mariés à la Libération. Ils avaient eu 2 enfants. C'est incroyable. Voilà le genre d'anecdote qu'une recherche approfondie permet de trouver. Le contre-champ. Vous avez sans doute aussi recueilli beaucoup de témoignages oraux. On voit dans votre film, évidemment, Jacques Chaban-Delmas, le colonel Roll, Edgar Pisani, etc. Ils vous ont parlé ? Ils vous ont raconté ? Je les ai tous vus, passé de longues heures avec eux. Ça a été vraiment une enquête merveilleuse. On avait accumulé, je crois, 2 tonnes de documentation avec Larry. Un jour, je découvre une femme qui s'appelait Madame Aublanc, qui me raconte que le jour de la libération de Paris, elle était sûre que son mari, qui avait disparu 4 ans avant, elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, il n'était pas revenu de la guerre de 40, allait revenir ce jour-là. Alors elle a écrit un petit message sur une feuille de papier, elle l'a mis dans une enveloppe, elle m'a dit « Je ne l'ai pas cacheté pour ne pas tenter le sort, mais je l'ai donné à ma concierge près des Invalides. » Et j'ai dit à la concierge, quand monsieur va revenir cet après-midi, donnez-lui ce message. Et ce message disait poulet, comme elle s'appelait Aublanc, et on les avait surnommés Aublanc de poulet. Poulet, viens me voir chez maman, rue Le Pic, je t'attends là-bas. Et figurez-vous qu'à 3 heures de l'après-midi, ce soldat de la 2e division Leclerc revenait effectivement à Paris. Il avait réussi à mettre en marche un vieil autobus allemand qui avait été cannibalisé et il était parti vers la rue Le Pic au volant de cet autobus alors que des gens montaient dans l'autobus tout au long de la route en chantant la Marseillaise et il s'est arrêté rue Le Pic devant l'immeuble qu'habitait sa belle-mère. Sa femme était sur le balcon, au 5e étage. Elle a vu ce soldat descendre de cet autobus et elle s'est tournée vers sa mère pour lui dire « Maman, Lucien est revenu. » Et elle a sauté dans les escaliers et ces 2 êtres, après 4 années, qui ne savaient pas une minute avant s'ils étaient vivants ou morts, se sont retrouvés face à face. Ils ne savaient pas quoi se dire. Et tout d'un coup, il a dit « Oh, tu as une nouvelle jupe rouge. » Et elle lui a dit « Oh, mais tu t'es laissé pousser la barbe. » Et puis après un moment de silence, il a fouillé dans sa poche, il a sorti un savon et il lui dit « Tiens, je t'ai rapporté un savon de la guerre. » C'est comme ça qu'après 4 années, des gens se sont retrouvés dans les rues de Paris. Quant à cet écrivain américain, Irwin Shaw, qui allait devenir ce célèbre écrivain américain, nous avons retrouvé la lettre que ce soir-là, il avait écrit à sa mère pour lui dire en Amérique « Maman, c'est ce soir que la guerre devrait finir après ce que j'ai vu dans les rues de Paris. » Et malheureusement, il en restait encore quelques mois de guerre et pas les plus faciles, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'il a été question tout de suite, dans la foulée, d'adapter ce récit pour l'écran, pour le grand écran, vous avez été bien entendu immédiatement contacté. C'était un terrible défi parce que en 25 ans, le visage de Paris avait changé. Malraux avait même nettoyé les façades. Il fallait donc les regriser. Il fallait pouvoir bloquer la circulation pendant des heures entières, place de la Concorde ou sur toutes les avenues. Comment oublier la première scène du tournage quand les figurants qui transportaient de la dynamite dans le tombeau des Invalides ont reçu la permission de René Clément, le metteur en scène, d'aller prendre un petit café au bistrot d'en face qui s'appelait le Vauban. Si vous aviez vu la tête de la patronne, voyant débouler ces soldats allemands poser leurs mitraillettes sur son comptoir. C'est amusant. Mais si vous aviez vu quelques minutes plus tard ce petit facteur parisien qui allait prendre son service sur son vélo et qui voit tout d'un coup ces soldats allemands au milieu de l'avenue, je l'ai entendu crier « Merde, ils sont de retour !» Marjorie nous raconte justement par Internet, elle dit en 1966, mes parents rentrent de nuit à leur domicile à Paris, à proximité de l'Étoile, ils tournent dans une rue et se retrouvent face à un char allemand entouré de militaires. Après une bonne sueur froide, ils ont réalisé qu'ils venaient de débarquer sur le tournage de Paris brûle-t-il.
Ça a été, il ne faut pas oublier que c'était seulement 20 ans après, quand même. 20 ans après, ça a été une aventure absolument admirable. Et si vous aviez vu cet autocar plein de touristes japonais bloqués sur la place de la Concorde parce qu'on tournait justement une des scènes avec Yves Montand, et sur les flancs de l'autocar, j'allais voir ces mots: Paris et son histoire. Ah, et tout est là. Ce film vient d'être restauré, il a été réédité donc en DVD. Et vous savez que c'est un très beau film. Oui. On dit souvent que le cinéma est un art qui vieillit mal. J'ai trouvé que Paris Brûle-t-il avait très très bien vieilli. Il y a dans ce film des scènes absolument bouleversantes, là, avec de très grands acteurs, comment les citer tous. On peut dire que tout le cinéma français défile dans ce film. L'épopée de la libération de Paris, on peut également, et j'ai envie de dire, on doit d'abord la retrouver dans votre récit, Dominique Lapierre, avec Larry Collins, Paris Brûle-t-il. C'est réédité en pocket. Et je voulais signaler que vous allez vous envoler là très bientôt pour l'Inde, pour Calcutta, où 50 000 enfants que vous avez sauvés de la lèpre vont fêter votre 80e anniversaire. Ce sera le 6 décembre prochain. Vous êtes un héros national en Inde. La présidente vous a même remis l'ornement de lotus, qui est la plus haute distinction. Il m'appelle Dada, ce qui veut dire grand frère. Ils appellent ma femme, qui s'appelle aussi Dominique, Didi, grande sœur. Et évidemment, c'est pour moi un moment bouleversant de retrouver ces enfants qui sont les vrais héros de notre planète aujourd'hui, parce qu'ils savent rester debout, qui savent surmonter toutes les adversités. Jamais on ne m'a tendu une main. On n'a fait que me donner. Après plusieurs années d'enquête à Calcutta pour écrire un autre livre qui s'appelle La Cité de la Joie, je suis reparti à Paris avec 50 kilos d'excédent de bagages. Les cadeaux de gens qui ont moins Formidable. de 30 centimes par jour pour vivre. Bravo. Et qui voulaient me remercier. Votre association s'appelle Action pour les enfants des lépreux de Calcutta. Et on peut retrouver tout cela sur le site internet www.citedelajoie en un seul mot, www.citedelajoie.com. Merci beaucoup, Dominique Lapierre. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions Flammarion.